La vie ne se déroule pas toujours comme nous l'avions prévu. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'un avenir rempli de stabilité, d'amour et de succès personnel. Mes parents m'avaient élevé pour valoriser le travail acharné et l'honnêteté. Alors j'ai poursuivi mon éducation et ma carrière avec ces principes en tête. Je n'étais pas extraordinaire, mais j'étais déterminé à construire une vie qui comptait. Rencontrer Jennifer a été comme découvrir un morceau manquant de mon puzzle. Elle n'était pas la personne la plus bruyante ou la plus glamour de la pièce, mais elle avait une force tranquille qui m'attirait. Avec le temps, notre connexion s'est approfondie et je pensais avoir trouvé ma partenaire pour la vie. Ensemble, nous avons imaginé un avenir construit sur des rêves partagés, une confiance inébranlable et un respect mutuel. Pendant des années, nous avons travaillé côte à côte pour créer cet avenir. Des premiers jours à lutter pour joindre les deux bouts aux améliorations progressives de nos carrières et de nos finances, nous avons tout affronté ensemble, du moins je le pensais. Au moment où j'ai réalisé que des fissures se formaient dans les fondations de notre mariage, il était presque trop tard pour les réparer. J'étais profondément absorbé à examiner des fichiers sur mon ordinateur portable quand elle est entrée dans la pièce. Ces nuits tardives au travail étaient devenues une routine, mais il y avait quelque chose d'inhabituel ce soir-là, point. Les enfants avaient terminé leur repas et leurs devoirs depuis longtemps, et ils dormaient déjà depuis près d'une heure sans rien dire. Ce schéma, autrefois facile à ignorer, me rongeait maintenant d'une manière que je ne pouvais pas négliger. J'avais passé la dernière heure à examiner nos finances. Au cours des 2 dernières années, les choses s'étaient détériorées. Nos revenus avaient considérablement diminué, mais ma femme ne semblait pas s'en rendre compte. Elle continuait à dépenser comme si rien n'avait changé. Je venais de payer les factures, mais je savais que nous ne tiendrions pas longtemps. Des doutes sur mes choix commençaient à s'immiscer. Avais-je fait une énorme erreur? Pendant 2 ans, j'avais attendu l'inévitable effondrement. Cela ressemblait à une bombe à retardement, mais maintenant, je n'étais plus si sûr. Je n'avais pas remarqué qu'elle se tenait là, me regardant. Quand je l'ai enfin vue, elle a croisé les bras et a dit « Yo, gay Michael, je veux un divorce ». Yo, je ne savais pas comment répondre. Mon esprit était en désordre. Incertitude, haine de soi et étrangement engourdi. Ce n'était pas drôle. Mais j'ai presque ri. 17 ans ensemble et maintenant elle me disait que c'était fini. Tout ce que nous avions construit se terminait. D'une certaine manière, cette réalisation était étrangement libératrice. Je la regardais, essayant de revivre les bons moments, mais le poids du moment m'a frappé. Je n'étais pas un grand manager, même si j'étais un excellent programmeur. La promotion au poste de responsable senior du développement de produits avait semblé être une victoire, mais c'était juste un titre pompeux qui me piégeait dans des réunions. La programmation pratique me manquait, et voir des développeurs plus jeunes exceller ne faisait que me rendre plus déconnecté. Être le patron n'était pas aussi épanouissant que je l'avais imaginé. Avec le recul, le fait d'avoir été licencié de Chicago Technology Solutions n'était pas surprenant. Je ne me présentais presque jamais aux réunions. Je manquais des délais et je ne faisais pas d'efforts pour m'améliorer. Je ne cherchais pas à me faire renvoyer, mais je ne cherchais pas non plus à garder mon emploi. J'avais été déprimé pendant longtemps. Il m'a fallu presque 3 mois pour commencer à progresser et 1 mois de plus pour trouver un chemin qui me semblait juste. Si ce n'était pas pour les enfants et leur routine, école, devoirs, repas, j'aurais peut-être perdu la tête. Cette routine me donnait un but et m'a lentement aidé à retrouver le droit chemin. Je me suis investi dans mon rôle de père au foyer. Les enfants semblaient apprécier ma présence, ce qui me faisait me sentir valorisé. Mais si ma femme avait remarqué le changement, elle n'a jamais dit un mot. J'ai rencontré Jennifer Riley lors d'une fête de fraternité. J'ai presque hésité à y aller, car j'avais rejoint pour les connexions post-diplôme, pas pour la vie sociale. J'étais juste un gars moyen, apparence moyenne, note moyenne, personnalité moyenne. Mon nom, Michael, était l'un des plus courants du pays. Rien de remarquable chez moi, mais ensuite, j'ai rencontré Jennifer. Elle n'était pas frappante, mais je la trouvais captivante. Silencieuse et réservée, elle m'intriguait. Nous avons commencé à parler, puis à étudier ensemble, et bientôt nous avons commencé à sortir sérieusement. Ces 15 années ont été les plus heureuses de ma vie. Nous nous sommes mariés, avons déménagé à Chicago et avons eu des difficultés financières. Mais nous étions riches de la compagnie de l'autre. Nous avons partagé tant de choses,
Histoire familiale, loisirs, objectifs, et nous nous complétions parfaitement. Je gérais les finances, et elle s'occupait de notre vie sociale et des emplois du temps des enfants. Nous formions une excellente équipe. Avec le temps, nous avons tous deux progressé dans nos carrières, acheté une maison et voyagé ensemble. Tout semblait parfait. Lorsque notre fils, Jacob, est né, suivi par Émilie, nous nous sommes installés dans une maison en banlieue avec un chien, 2 voitures, et ce qui semblait être la vie idéale. Point. Mais ensuite, j'ai été promu manager et tout a changé. Le nouveau salaire était excellent et nous avons amélioré notre mode de vie. Je me sentais plus confiant et Jennifer, toujours belle à mes yeux, semblait encore plus éblouissante. Notre vie, déjà bonne, semblait s'améliorer encore plus. Nous avons voyagé, passé du temps de qualité avec les enfants et économisé agressivement pour la retraite. Lorsque Émilie a commencé l'école élémentaire, Jennifer a décidé de retourner travailler à temps partiel. Elle a trouvé un emploi dans une start-up de marketing avec des horaires flexibles qui s'adaptaient aux emplois du temps des enfants, ce qui semblait être l'ajout parfait à notre vie. Nous n'avions pas besoin de revenus supplémentaires, donc nous les avons économisés. Au moment où les enfants approchaient de l'université, je me sentais confiant que nous prendrions notre retraite confortablement. Mais juste 3 mois avant notre 15e anniversaire, j'ai découvert que Jennifer avait une liaison. J'ai trouvé les preuves le jour de mon anniversaire. Bien que j'ai soupçonné quelque chose pendant quelques jours, la vérité ne m'a pas vraiment frappé avant ce moment-là. Traiter cela a pris des semaines. Je n'avais pas considéré comment les heures de travail plus longues de Jennifer affecteraient notre vie à la maison. Je m'occupais des enfants et des tâches ménagères pendant qu'elle travaillait tard. Au début, je n'y pensais pas beaucoup, mais avec le temps, j'ai remarqué qu'elle devenait distante. Quand j'ai demandé, elle a dit que c'était le stress au travail et je l'ai cru. J'ai commencé à prendre plus de tâches pour alléger sa charge. Finalement, nous avons eu une conversation. Elle a dit qu'elle n'avait plus besoin de s'amuser comme avant. Les choses semblaient s'améliorer brièvement, mais cela n'a pas duré. J'ai gardé mes inquiétudes pour moi, ne voulant pas la pousser. Puis un jour, en triant le linge, j'ai trouvé un cadeau caché derrière quelques boîtes. Une boîte rose attachée avec un ruban blanc et une carte postale qui disait « Bien-aimé ». J'ai hésité avant de décider d'attendre mon anniversaire pour l'ouvrir. 2 jours avant mon anniversaire, j'ai tout donné pour traiter Jennifer avec des fleurs, un massage des pieds et son dîner préféré. Mais sa réaction semblait distante. Elle semblait juste faire acte de présence. Le jour de mon anniversaire, j'ai veillé à ce que les enfants finissent leurs devoirs tôt, espérant que tout se passerait bien. Mais quand Jennifer est rentrée tard, j'ai été déconcerté. J'ai suggéré d'aller manger une pizza et les enfants ont accepté. Au restaurant, notre fils Michael a même discuté avec la serveuse. Quand nous sommes partis, le personnel m'a souhaité un joyeux anniversaire. Jennifer semblait surprise, mais a rapidement caché son étonnement. « Je te donnerai ton cadeau plus tard, Michael », a-t-elle dit avec un sourire forcé. Le trajet de retour était tendu et j'ai failli avoir un accident de voiture. La soirée semblait étrange, mais quand les enfants se sont enfin couchés, j'ai pensé que les choses allaient peut-être se calmer. Cependant, Jennifer est rentrée tard d'un rapide voyage pour acheter du lait. Quand je suis entré dans la chambre, Jennifer n'était pas là. Elle est apparue quelques minutes plus tard, portant une chemise de nuit et ayant l'air décontracté. Je commençais à perdre patience. Où était mon cadeau? Elle m'a remis une petite boîte enveloppée dans le même papier que celui que nous avions utilisé pour l'anniversaire de Michael Puente. « Joyeux anniversaire, chérie », a-t-elle dit avant de se retourner et de s'endormir. J'étais trop stupéfait pour ouvrir le cadeau. Le lendemain, j'ai ressenti une vague de tristesse en repensant à la nuit et en me demandant ce qui avait mal tourné. Pendant les 2 semaines suivantes, je suis tombé dans une profonde dépression, sentant que le cadeau était un cruel rappel de mon échec. J'avais entendu les clichés selon lesquels le mari est toujours le dernier à savoir, mais je ne les avais jamais crus. L'idée que Jennifer me trompe ne m'avait jamais traversé l'esprit, mais quand elle a appelé 13 jours plus tard pour dire qu'elle serait en retard pour la célébration du 30e anniversaire d'Alan au bureau, j'ai senti quelque chose changer. En marchant vers le placard, j'ai jeté un coup d'œil à l'espace vide où mon cadeau avait été. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. J'ai titubé vers la salle de bain, convaincu que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Pendant un bref instant, j'ai presque souhaité que ce soit le cas. L'idée de faire face à la vérité semblait insupportable.
Alan Henderson, le patron de Jennifer, était plus jeune que nous, élégant et charmant d'une manière qui n'inspirait pas confiance. Je l'avais rencontré une fois et je ne l'avais immédiatement pas aimé. Il y avait quelque chose de faux chez lui, comme si son discours était répété, mais ce n'est que lorsque ma fille, Emily, m'a sorti de ma torpeur que j'ai réalisé que je sombrais. « Ça va, papa ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'inquiétude. Il m'a fallu un moment pour revenir à la réalité, et quand je l'ai regardé, j'ai vu ses yeux commencer à s'embuer. « Ça va, ma chérie, » dis-je en forçant un sourire. « J'ai juste mangé quelque chose de mauvais. Je vais bien, vas-y, je sors dans une minute. » D'une manière ou d'une autre, je me suis ressaisi, bien que je ne me souvienne pas beaucoup de ce qui s'est passé après. Le lendemain matin, un mal de tête lancinant m'a dit que j'avais trop bu. Jennifer était rentrée à ce moment-là, faisant semblant comme si rien n'avait changé. Mais quand elle s'est assise pour manger, je l'ai vue, la plus légère lueur de malaise sur son visage. C'était à peine perceptible, mais cela ressemblait à une gifle. Ce moment a brisé ce qu'il restait de mes sentiments pour elle. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai confrontée, mais je ne l'ai pas fait. J'étais écrasé, engourdi comme un zombie. Pendant des semaines, je l'ai regardé continuer comme si tout allait bien pendant que je sombrais de plus en plus dans la misère. Ce n'est que lors de notre 15e anniversaire que j'ai essayé de sortir de cet état. Une femme m'a dit qu'elle serait à une conférence de travail ce jour-là, ignorant complètement l'importance de la date. Cela a fait plus mal que tout. Après avoir bu jusqu'à perdre connaissance cette nuit-là, je me suis réveillé furieux. J'ai appelé un avocat, prêt à passer à autre chose, mais quand je suis entré dans le bureau, j'ai rapidement réalisé à quel point j'étais mal préparé. Je n'avais aucune preuve tangible de son infidélité. Et même si j'en avais tout, je n'avais pas de dossier. Et sans preuve qu'elle était une mauvaise mère, la garde conjointe était ma meilleure option. Je paierais probablement une pension alimentaire et Jennifer garderait sans doute la maison et les enfants. Je me sentais comme un imbécile. Mon monde s'effondrait et je n'avais aucune idée de comment cela avait pu arriver. Jennifer ne facilitait pas les choses. Des semaines plus tard, elle a demandé si quelque chose n'allait pas. « Tu n'as pas l'air bien, Michael », a-t-elle dit. « Tout va bien. »« Non, chérie », ai-je répondu, trop engourdi pour lui dire la vérité. Je ne faisais que suivre le mouvement. Puis j'ai perdu mon emploi, quelque chose qui s'est avéré être une bénédiction déguisée. Une nuit, en regardant les nouvelles, un reportage sur l'effondrement d'une grande entreprise a attiré mon attention. Les employés se débattaient pour obtenir leur chèque de paie, mais l'expert financier a dit que l'argent était parti. Cela m'a donné une idée. Si nous n'avions rien, Jennifer ne pourrait rien prendre. J'ai décidé de vider nos économies et de ne pas chercher un autre emploi. C'était imprudent, je le savais, mais c'était quelque chose que je pouvais contrôler. 2 ans à vivre comme ça ont semblé une éternité. J'ai réalisé que j'étais seul. Jennifer avait été le cœur de notre vie sociale. Je n'avais pas de véritables amitiés sur lesquelles m'appuyer. J'étais enfant unique, et mes 2 parents étaient partis. Pendant ces 2 années, mes enfants étaient le seul rayon de soleil dans ma vie. Je n'avais jamais dépensé beaucoup d'argent pour quoi que ce soit de superflu. Je gardais encore les reçus pour tout. Mais j'ai rapidement réalisé que nous ne brûlions pas assez d'argent pour que cela en vaille la peine. Apparemment, j'étais bien meilleur pour économiser que pour dépenser, alors j'ai décidé d'accélérer les choses. Je me suis inscrit à un programme de MBA exécutif local coûteux, près de 120 000 $. J'ai acheté un nouveau SUV de luxe, dépensant 60 000 $. J'ai mis 260 000 $ dans les comptes d'éducation des enfants. J'ai dépensé des milliers pour un nouveau placard et j'ai retiré plus d'argent que jamais. 2 fois par semaine, je déposais les enfants à l'école, je passais à la banque et je me rendais au bord du lac pour passer le temps. Je ne pariais pas tout, mais je prenais de petites sommes ici et là pour profiter un peu, même si cela signifiait juste aller au casino pour manger et traîner. La majorité de l'argent était cachée dans un coffre-fort mural dans le garage, ma caisse de guerre personnelle, au cas où le divorce tournerait mal, l'une de mes plus grosses dépenses, la surveillance de Jennifer et de son amant. J'avais demandé tout, photos, vidéos et un journal quotidien de leurs activités. Je ne dirai pas combien cela a coûté, mais je peux vous dire que c'était plus que ce que je suis à l'aise d'admettre. Vous vous demandez peut-être si Jennifer a remarqué toutes ces dépenses. Je dirais que oui, sauf pour le jeu. J'ai dû lui parler de l'argent que j'avais transféré sur les comptes des enfants parce que j'avais besoin de sa signature. Elle a vu la nouvelle voiture, mais elle n'a jamais commenté. Elle pensait probablement que je travaillais toujours et que tout allait bien.
Elle dépensait aussi de l'argent, mais je n'ai rien dit. Je me suis souvent demandé si ces achats de lingerie étaient pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Nous n'en parlions pas, cependant. Nous étions cordiaux, communiquions quand c'était nécessaire, mais c'était tout. On aurait dit que nous n'étions que des colocataires qui se toléraient. Notre vie de couple était depuis longtemps devenue stagnante et je préférais ne pas y penser. Ce qui me procurait de la joie, c'était de passer du temps avec mes enfants. Nous faisions tout ensemble, les devoirs, des jeux, des parcs, du vélo, des films. Depuis que j'avais pris en charge la cuisine, ils semblaient contents de m'aider. Je trouvais des recettes simples et les laissais participer. Jennifer apparaissait de temps en temps, mais je ne la forçais pas à participer aux activités familiales. Si elle était là et voulait se joindre à nous, elle le faisait simplement. Il n'y avait pas de mots entre nous à ce sujet. Pendant ce temps, je recevais des rapports hebdomadaires sur ses activités. Au début, je pensais qu'elle s'amusait juste avec son patron, mais il est vite devenu clair qu'elle voyait plusieurs gars de son bureau. Finalement, les clients de l'entreprise ont commencé à apparaître dans son emploi du temps aussi. Est-ce que je l'étais blessé? Pas vraiment. À ce moment-là, je la voyais déjà comme quelqu'un d'infidèle. Maintenant, j'avais juste la preuve pour le confirmer. Les rapports n'étaient pas si choquants. Je suppose que j'étais soulagé d'une certaine manière, même si cela ne changeait pas grand-chose. Alan Henderson, son patron, n'était pas vraiment un amant, mais il parvenait à partager son attention entre quelques femmes. C'était un peu surprenant, cependant. J'avais supposé qu'il et Jennifer avaient quelque chose de plus sérieux, mais il semblait qu'ils n'étaient que deux personnes appréciant la compagnie de l'autre. Les autres hommes étaient à peu près pareils. Mais un client se distinguait, un gars un peu geek avec des lunettes et un protège-crayon. Je ne pouvais pas dire d'après les photos et vidéos si Jennifer appréciait cela, mais cela avait l'air douloureux. Entre les cours, le temps passé avec les enfants et les excursions occasionnelles au casino, j'avais beaucoup de temps libre. J'ai donc décidé de me concentrer sur ma vie après le mariage, même si cela semblait encore loin. Rien d'extrême, mais j'ai fait de bons progrès en musculation et en course à pied. J'avais toujours pensé que les muscles et l'apparence étaient principalement génétiques, et je n'étais pas gâté dans ces domaines. Pourtant, je me sentais bien par rapport aux changements dans mon corps. J'ai commencé à prêter attention aux dernières nouvelles de mon ancien secteur, sachant que tôt ou tard, je devrais retrouver un emploi. Une année loin de tout m'avait laissé en arrière et je le ressentais. Chaque jour, je passais des heures à me mettre à jour sur les nouvelles technologies et les développements logiciels. Mon ancienne entreprise, CTS, semblait stagnante. Elle ne perdait pas de terrain, mais elle ne grandissait pas non plus. Dans le monde de la technologie, rester immobile est tout aussi mauvais que de prendre du retard. Parallèlement, je consacrais une bonne partie de mon temps à étudier le divorce. Je savais que je devrais mieux le comprendre, mais pas seulement d'un point de vue juridique. Je voulais apprendre comment le divorce affecte les enfants, car ce serait la partie la plus difficile pour moi. J'avais déjà affronté la plupart de la douleur, mais je voulais m'assurer que j'étais préparé à ce qui viendrait ensuite. Certains des conseils que je trouvais semblaient inutiles, mais je continuais à chercher. 8 mois après le début de cette phase, la panique a commencé à s'installer. Jennifer rentrait à la maison à des heures régulières, faisant la conversation et demandant comment s'était passée ma journée. J'ai donné des réponses brèves et désinvoltes, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Elle a commencé à s'habiller de manière plus provocante le soir, comme si elle essayait de raviver la proximité que nous avions autrefois. Quelques semaines plus tard, les choses ont dégénéré. Après 1 an et demi de distance, elle a commencé à se plaindre de notre manque de communication et a parlé de tenter de réparer notre mariage. C'est à ce moment-là que je suis devenu complètement silencieux. Ses tentatives de reconnecter n'ont pas cessé. Pour son anniversaire, j'ai laissé son cadeau sur la table de la salle à manger. Le papier cadeau était le même que celui que j'avais utilisé pour le dernier cadeau qu'elle m'avait offert. Le contenu n'était pas non plus une surprise. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle m'avait offert mon cadeau d'anniversaire, une montre numérique bon marché pingre. Je l'avais trouvée dans la section des achats impulsifs d'un magasin de proximité pour 9,95 $, et j'étais furieux. Mais quand j'ai vu une version pour femmes assortie, je me suis calmé et j'ai acheté les 2 montres, attendant 18 mois pour lui donner celle que j'avais. Je ne saurais jamais sa réaction à cela car je n'étais pas là quand elle l'a ouverte. Les enfants et moi avons eu une soirée cinéma improvisée et sommes rentrés tard. Au moment où nous sommes réveillés le lendemain matin, Jennifer était partie et comme ça, les choses sont revenues à leur rythme habituel.
Elle a commencé à passer plus de temps au bureau et quand elle était à la maison, nous échangions à peine quelques mots. Quelques jours plus tard, elle m'a dit qu'elle voulait un divorce. J'espérais qu'elle le ferait rapidement, mais il a fallu près d'une semaine pour que je reçoive les papiers. Quand je les ai enfin vus, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle voulait une pension alimentaire pour conjoint et enfants, un partage inégal des biens en sa faveur et un abus émotionnel cité comme motivant. J'ai attendu jusqu'au lundi suivant pour emmener les enfants camper. Je ne voulais pas qu'ils soient là quand j'ai décidé d'agir. Lorsque nous sommes revenus 6 jours plus tard, Jennifer nous attendait. Elle était assise dans le salon, ayant l'air mal en point et pas dans un bon état. J'avais déjà déposé une demande de divorce en invoquant l'infidélité et j'avais demandé la garde complète des enfants dans la maison. J'étais au chômage, mais j'étais aussi le principal responsable des soins depuis 2 ans. J'ai intenté des poursuites pour aliénation parentale contre ces 7 amants, bien que je savais qu'elles n'iraient probablement nulle part. Mais la loi de l'Illinois me permettait de les déposer, alors je l'ai fait. J'ai également déposé des poursuites civiles contre son employeur et les entreprises des 3 clients qui avaient été impliqués avec elle. Encore une fois, je ne m'attendais pas à gagner, mais la publicité pourrait jouer en ma faveur. En touche finale, j'ai envoyé un DVD de ses exploits à ses parents et à sa meilleure amie pour qu'ils sachent que je ne cachais rien. Je voulais que Jennifer comprenne que je n'avais pas peur d'utiliser tout ce que j'avais contre elle. Tout cela était dans ma contre-attaque, mais je n'étais pas prêt à prendre le moindre risque. Les enfants ont pris un encas et sont montés se préparer pour le lit. Ils n'ont pas reconnu leur mère. Elle n'a fait aucun geste pour leur parler. J'ai pris une bière dans le frigo et me suis assis en face d'elle. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. J'ai pris mon temps avec la bière, laissant le silence s'installer entre nous. Elle avait l'air d'être au bord des larmes. Enfin, elle a chuchoté, sa voix à peine audible. « Yoga, tu vas me ruiner ?» J'ai marqué une pause, laissant les mots s'imprégner. Quand elle a enfin levé les yeux, j'ai croisé son regard sans hésitation. Dieu, j'espère que oui. Je m'attendais à ce moment d'être plus intense, mais quand une seule larme a coulé sur sa joue, je n'ai ressenti rien. « Ok, tu me détestes à ce point ?» Yo a-t-elle demandé, sa voix tremblante. « Ok, non, Jennifer. » Ai-je répondu, « Mon ton plat est détaché. » Yaga, je ne te déteste pas. Détester demande des efforts et je n'ai pas investi d'efforts en toi. Toute mon énergie va prendre soin de moi et de mes enfants. Yo, ok. Mais je suis ta femme, Yo a-t-elle dit, sa voix presque suppliante. Yoga, arrête, Yo ai-je interrompu froidement. Ok, je ne vais pas te laisser ternir la mémoire de ma vraie femme. La femme qui était aimante, attentionnée et la mère de mes enfants. Elle est partie. Tu es juste celle qui a pris possession de son corps. Ne parle pas comme si tu représentais quelque chose pour moi. Yo, elle n'a rien dit pendant un moment, et j'ai pu voir qu'elle essayait de tout assimiler. Finalement, elle a demandé « Yoga, que suis-je censé faire maintenant ?» Yo, est-ce une question rhétorique ou veux-tu mon avis? Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. Eh bien, voici ce que j'en pense. Tu pourrais fuir et tout recommencer ailleurs. C'est ce que je ferais. Je ne te laisserai jamais être une véritable partie de la vie de mes enfants, donc cela ne devrait pas influencer ta décision. Ou tu pourrais rester ici, garder la tête basse. Mais qui sait qui découvrira tes petites escapades, ou qui voudra embaucher quelqu'un comme toi? Peut-être que tu trouveras un loser qui se moque que tu sois une traînée. Mais quel genre de loser serait-ce? Ou tu pourrais tout simplement en finir. Je me suis arrêté, laissant mes mots s'installer. J'espère vraiment que tu ne choisiras pas cette option. Je détesterais manquer de te voir souffrir comme la sorcière que tu es. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr que mon opinion compte pour toi. Elle ne comptait pas quand tu as décidé de jouer avec ton patron. J'avais planifié ce moment, pendant des mois, répétant mes mots, imaginant à quel point ce serait satisfaisant de la voir s'effondrer. Mais quand le moment est venu, au lieu de satisfaction, j'ai ressenti un vide écrasant. Les conséquences du divorce étaient troubles, pour le dire gentiment. Les choses se sont mieux passées que je ne l'avais prévu avec les poursuites judiciaires. J'ai fini par obtenir plus d'1 million de dollars de 3 entreprises, dont les employés avaient été impliqués avec ma femme. Mon avocat m'avait prévenu de ne pas trop espérer, mais après avoir travaillé sur des motions de découverte, des dépositions et des fuites médiatiques, nous avons exposé suffisamment de choses pour causer de sérieux dégâts. J'ai également pris les choses en main en contactant discrètement leurs clients et en les avertissant du scandale. Cela a pris du temps, mais finalement, leurs affaires se sont asséchées et ils ont été contraints de déposer le bilan. Ann Anderson, le patron de mon ex-femme, a perdu son poste et a fui la ville dans le déshonneur.
L'argent que j'ai reçu n'était pas le plus gratifiant, mais voir leur chute ressemblait à une victoire. Dans le processus, j'ai aussi été affecté. Je tombais parfois sur des gens qui savaient ce qui m'était arrivé, et les moqueries et les railleries ont eu un impact pendant un certain temps. Mais je ne m'en souciais plus. J'avais déjà accepté mon propre échec et leurs mots ne me faisaient plus mal. Les enfants ont été affectés pendant un moment, mais se sont rapidement remis. La véritable victoire est venue lorsque je suis revenu chez CTS, en tant que vice-président du design et du développement. La programmation est devenue mon échappatoire. Au cours des 2 années suivantes, j'ai développé un module complémentaire logiciel qui a permis à CTS de s'intégrer à 2 grands concurrents. Peu après, j'ai vendu l'entreprise et mon logiciel pour 11 millions de dollars, ainsi qu'un package de compensation attrayant de CTS. La retraite était dans mon esprit, mais n'ayant pas de vie sociale à proprement parler, je craignais de devenir un reclus si je ne me tenais pas occupé. La nouvelle richesse m'a permis d'embaucher une femme de ménage et une nourrice, Madame Marlène Jensen, une femme plus âgée qui a emménagé dans un appartement au-dessus du garage après un emprunt. Elle est devenue une figure grand-maternelle pour mes enfants, à la fois gentille et ferme, et sa sagesse m'a aidé à naviguer dans mes décisions. Bien que j'ai fait de mon mieux pour être un père aimant, je ne pouvais échapper à mon amertume. Madame Jensen est devenue mon ancre. Au fil des ans, les enfants ont grandi et la distance entre nous a également augmenté. Je ne leur en ai jamais voulu. Je ne voulais simplement pas que mon amertume affecte leur vie. Madame Jensen est restée avec nous jusqu'à ce qu'ils partent à l'université. Puis elle a pris sa retraite, mais je lui ai proposé une chambre et le couvert comme pension pour ses années de service. Elle a essayé de me convaincre d'ouvrir l'idée de passer à autre chose, mais je ne l'ai jamais fait. Lorsqu'elle est décédée, il ne me restait rien d'autre qu'un profond sentiment de solitude. Je n'ai jamais cherché d'aide. J'ai juste laissé les années passer. Ma vie est restée vide et distante. L'argent m'a permis de garder une porte tournante de prostituée. Je l'ai payée bien, mais il n'y en avait qu'une avec qui je me sentais vraiment connecté, Candy, bien que j'ai appris plus tard que son vrai nom était Mary Beth. Nous partagions quelque chose de plus qu'un simple arrangement commercial, mais quand j'ai senti qu'elle devenait trop attachée, j'ai mis fin à notre relation. Je ne pouvais pas risquer de laisser quelqu'un s'approcher. Quant à Jennifer, sa vie était loin d'être facile. Elle a essayé de me contacter pendant presque 1 an après le divorce, mais je ne l'ai pas encouragée. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle s'en donnait tant la peine. Peut-être espérait-elle une réconciliation ou voulait-elle simplement renouer avec les enfants? Je l'ai suivie pendant un certain temps, m'assurant que ses nouveaux employeurs et petits amis savaient tout de son passé. Je me fichais qu'ils choisissent de rester avec elle. Je ne voulais juste pas qu'elle réécrive l'histoire. Ses tentatives incessantes de me joindre ont été accueillies par le silence. Je ne l'ai pas bloquée par email ni changé de numéro. Je voulais qu'elle souffre au moins pendant un certain temps. J'aurais pu faire quelque chose pour mettre fin à la misère plus tôt, mais je ne l'ai pas fait. La situation est devenue incontrôlable. À un moment donné, je lui ai envoyé un cadeau avec une note. J'ai acheté de la lingerie dans son magasin préféré et l'ai emballée avec un ruban blanc. La note à l'intérieur était simple mais percutante. J'espère qu'elle l'a comprise. Un jour, un homme qui était apparemment l'un des nouveaux prétendants de Jennifer s'est présenté à ma porte. Il était ivre, et quand j'ai ouvert, il m'a poussé en arrière et m'a fait tomber. C'était son erreur. Je n'étais pas un combattant, mais ma colère a pris le dessus, et alors que je me défendais, la situation a dégénéré en une altercation physique qui nous a tous les 2 blessés. Il a été accusé d'agression mineure, mais je pense que le coût physique de ces opérations l'a marqué plus longtemps que les conséquences légales pointa. Jennifer a finalement abandonné ses tentatives de me contacter. J'ai cessé de la suivre après qu'elle ait trouvé un emploi de femme de chambre dans un hôtel en Virginie. La prochaine fois que je l'ai vue, c'était 16 ans plus tard au mariage de ma fille. Mes enfants avaient renoué avec elle des années après l'université, mais je n'avais pas essayé de les en empêcher. À ce moment-là, elle avait terriblement vieilli, son visage était marqué, et les années n'avaient clairement pas été clémentes. Pourtant, il y avait encore un aperçu de la femme que j'avais autrefois aimée. Je ne ressentais rien pour elle, mais j'ai remarqué qu'elle était assise seule au mariage. Elle a échangé quelques mots avec ma fille, mais ne s'est pas approchée de moi. Nous avons gardé nos distances toute la soirée. Quand je l'ai vue dehors en attendant un taxi, j'ai remarqué une petite bague en or à son doigt. J'ai souri. Peut-être avait-elle trouvé quelqu'un, et peut-être qu'il l'a traitée mieux que je ne l'ai jamais fait. Je me suis approché, j'ai regardé sa bague pendant un moment, puis j'ai croisé son regard.
La tristesse dans ses yeux était indéniable. « Par la façon dont tu as ruiné ma vie, ai-je dit ?» Et j'ai jeté un coup d'œil à sa main, puis de nouveau à ses yeux. « Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un. J'espère qu'il te rendra heureuse. » Sans attendre de réponse, je me suis éloigné. Mon chauffeur m'attendait, nous avons quitté les lieux. En montant dans la voiture, le chauffeur m'a salué. « Bonsoir, monsieur Smith. La soirée s'est bien passée ?» Je me suis installé dans le siège et j'ai répondu. « Ça s'est passé aussi bien que j'aurais pu l'espérer, Jonathan. Rentrons chez nous. » Il a hoché la tête. « Comme vous le souhaitez, monsieur ?» J'ai évité de regarder en arrière pendant que nous nous éloignions, mais j'ai aperçu son visage une dernière fois. Des années ont passé depuis cette nuit au mariage. Le souvenir de revoir Jennifer persiste encore, non pas avec colère ou regret, mais avec un étrange sentiment de clôture. La vie n'a pas été parfaite, mais elle a été la mienne, façonnée par mes choix, mes échecs et mes victoires. Les enfants s'épanouissent maintenant, construisant leur propre vie. Je les vois souvent, bien que je leur laisse de l'espace pour vivre sans l'ombre de mon passé planant sur eux. Je me suis éloigné du travail, et j'ai passé la plupart de mon temps tranquillement. Un mélange de passe-temps, de bénévolat et de voyage vers des endroits que je pensais autrefois visiter avec quelqu'un à mes côtés. La solitude me rend encore visite, mais c'est un vieux compagnon maintenant, moins cruel qu'il ne l'était autrefois. Je repense à tout, aux erreurs, aux trahisons, aux victoires amères, et je me demande si j'aurais pu faire les choses différemment, peut-être. Mais s'attarder sur le passé ne le change pas. Certaines nuits, je rêve de Jennifer telle qu'elle était dans nos premières années, vibrante, pleine d'espoir et d'amour. Je me réveille en sachant qu'elle n'est plus qu'un souvenir maintenant, et je laisse le rêve s'estomper. La vie que j'ai construite n'est pas celle que j'imaginais, mais elle est réelle. Et dans son imperfection, elle est suffisante. J'ai grandi dans un charmant quartier suburbain, entouré par le bourdonnement constant de voisins et d'amis bien intentionnés. Dès mon jeune âge, ma vie semblait être sur un tapis roulant, avançant régulièrement vers un avenir tracé par la tradition et les attentes. Mes parents, aimants et soutenants, voulaient le meilleur pour moi, bien que leur vision de ma vie me paraissait souvent étouffante. Chaque décision, de ce que je portais à qui je fréquentais, était soigneusement scrutée. Pourtant, je n'ai jamais rebellé. Je me suis simplement fondu dans le rôle de la fille obéissante. Quand je suis entré à l'université, je pensais que j'entrais dans un nouveau chapitre où je pourrais me redéfinir. Au lieu de cela, je suis tombé dans les mêmes schémas. Rejoindre une sororité semblait être le moyen parfait d'échapper à mon passé banal, mais cela n'a fait qu'accentuer à quel point je me sentais à l'écart. Mes sœurs, glamour et confiantes, incarnaient le rêve universitaire que j'essayais d'imiter, mais que je ne pouvais pas vraiment saisir. Je me disais que cela ne m'importait pas, pourtant la solitude me rongeait. Les nuits étaient remplies de rires éclatants et de vers qui s'entrechoquaient, mais je me sentais souvent comme une ombre à la périphérie. Une ombre à la périphérie. La nuit où j'ai rencontré Michael Smith a été un point bas pour moi. C'était un vendredi et le campus était animé d'énergie. J'avais assisté à une fête de fraternité avec mes sœurs de sororité, pour me retrouver abandonné au milieu d'une foule d'inconnus. La pièce était étouffante, l'air chargé de huée et de désespoir. Pendant des heures, j'ai esquivé les regards lubriques et les tentatives de conversation ivres. Lorsque j'ai enfin réussi à sortir pour prendre l'air, je me suis adossé à un lampadaire, souhaitant silencieusement que la nuit se termine. Et puis, il était là. Michael n'était pas frappant ou particulièrement mémorable au premier coup d'œil, mais il avait une aura de confiance tranquille. Il s'est approché de moi avec un sourire aimable, se présentant avec une aisance qui m'a immédiatement mis à l'aise. Nous avons échangé des politesses, et, pour la première fois de la nuit, je me suis senti vu. Je ne savais pas que cette rencontre anodine allait modifier la trajectoire de ma vie. Michael Smith ne se distinguait pas immédiatement. Son apparence était simple, presque oubliable. Pourtant, il y avait quelque chose de chaleureux et de sincère en lui qui attirait les gens avec le temps. Son charisme n'était ni bruyant ni ostentatoire. Il était subtil, fondé sur l'intelligence, la sincérité et l'accessibilité. Sa véritable unicité s'est révélée progressivement, comme si l'on pelait des couches pour découvrir un bijou caché en dessous. Notre première rencontre a eu lieu lors de ce qui était probablement la pire nuit de ma vie universitaire. Mes sœurs de sororité avaient promis de rester ensemble lors d'une fête de fraternité, mais elles m'ont abandonné pour la foule populaire. J'ai passé 2 heures seul à repousser des avances ivres jusqu'à ce que Michael s'approche de moi.
Il s'est présenté poliment, a engagé une conversation décontractée et, après un moment, a souri et a dit « Yoke, c'était agréable de parler avec toi, Jennifer. J'aimerais prendre un café un de ces jours. Voici mon numéro si tu es intéressé. » Oh, cette brève rencontre est restée gravée dans ma mémoire. J'ai presque hésité à l'appeler, mais après une semaine d'hésitation, je l'ai fait. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café, j'ai réalisé ce qui le distinguait. Il n'était pas flamboyant, mais incroyablement intelligent. Il pouvait parler de n'importe quoi avec aisance et son intérêt pour moi était clair. Nous avons parlé de mes difficultés avec la philosophie ancienne, et il a proposé d'étudier ensemble. 3 jours plus tard, nous nous sommes revus. Ce n'était pas tant une étude qu'un cours magistral en philosophie. Il a patiemment expliqué les concepts avec lesquels j'avais du mal, sans jamais me faire sentir inadéquate. Il n'a pas pris de crédit lorsque j'ai réussi mon examen, disant que passer du temps avec moi était la meilleure partie pour lui. Ce qui distinguait vraiment Michael, c'était à quel point il était différent du gars universitaire typique. Pas de fête, pas de distraction, juste concentré sur ses études. Au début, cela me frustrait, mais j'ai fini par admirer sa discipline. Nous n'avons pas eu de rendez-vous traditionnel, mais il m'appelait tous les jours pour prendre des nouvelles et laissait de petits mots. Notre temps ensemble consistait principalement en café ou en séance d'études à la bibliothèque. Il était toujours ouvert et honnête avec moi. Un jour, je lui ai demandé de quoi il avait peur, m'attendant à une réponse macho. Au lieu de cela, il a marqué une pause, puis a dit doucement « Yobe, j'ai peur de ne pas être un bon père. Je n'ai jamais eu de bon modèle et j'ai peur de tout gâcher quand je fonderai ma propre famille. » Yo, je pouvais voir la vulnérabilité dans ses yeux, et cela m'a fait l'admirer encore plus. Pas trop, j'ai rassuré, juste assez. Environ 1 mois après le début de notre relation, Michael m'a demandé si j'étais libre samedi. Il ne voulait pas me dire ce qu'il avait prévu, mais mes sœurs de sororité agissaient étrangement, chuchotant et me souriant. Quand il est arrivé habillé en bordeaux et bleu ciel, avec ses amis en vêtements assortis et portant une glacière de nourriture, j'étais perplexe. Il m'a fait visiter la maison de la sororité, et lorsque nous avons tourné au coin, j'étais stupéfaite. Toute la pièce était décorée aux couleurs de West Ham, et ses amis ont commencé à chanter. Michael avait organisé une surprise pour moi. Il savait que j'avais raté un voyage en Angleterre pour voir mon cousin jouer pour West Ham. Il avait enregistré le match, appris les chants, et même cuisiné du poisson et des frites pour que cela semble authentique. Quand mon cousin a marqué son premier but en Premier League, Michael a demandé à tout le monde de se taire. C'était la chose la plus attentionnée que quiconque ait jamais faite pour moi. Pendant les semaines suivantes, notre routine a continué, appels téléphoniques, notes et café. Puis, un jour, alors que nous sirotions des lattes, Michael semblait inquiet. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» ai-je demandé, il a balbutié. « Je me demandais si tu étais libre ce vendredi soir. Voudrais-tu dîner avec moi, comme un rendez-vous ?»« Bien sûr, ai-je dit en souriant. » Son visage s'est illuminé de soulagement, et il a souri tout en terminant son café. Même en marchant vers le cours, il souriait encore. Après ce moment, tout semblait s'imbriquer parfaitement. Ma vie est devenue un tourbillon d'amour, de joie et de nouvelles amitiés. J'ai prospéré dans la vie plus que je ne l'avais jamais pensé possible et j'ai gagné en confiance. Les gens me traitaient différemment et je n'étais plus juste cette fille. J'étais la fille, celle que Michael adorait. Il était clair que les autres le remarquaient et je me tenais un peu plus droite. Être avec Michael a boosté mon estime de moi. Il me louait ouvertement et je pouvais voir qu'il n'était pas juste poli. Michael était attirant, en forme et avait un charme qui le rendait facile à aimer, bien qu'il soit réservé avec les étrangers. Il était brillant, probablement la personne la plus intelligente de la pièce, mais il ne le montrait jamais. Il préférait rester en dehors des projecteurs, se concentrant sur nous. Il disait toujours qu'il n'était qu'un gars ordinaire qui avait eu de la chance de me rencontrer, mais je savais mieux. Il était extraordinaire. Avant de le rencontrer, je me voyais comme jolie, bien que mes amis et ma famille me qualifiaient de mignonne. Je me sentais peu sûr de moi à côté des femmes magnifiques qui m'entouraient. Mais avec Michael, j'ai commencé à me sentir valorisée et même belle. Plus nous étions ensemble, plus je me sentais digne d'amour et d'attention. Quand le bal de promo est arrivé, j'ai enfin participé à une tradition de sororité, le jeu du potentiel mari, où chaque sœur partageait des histoires sur son petit ami. Michael a reçu des éloges élogieux de chaque sœur, une première dans les 29 ans d'histoire de l'événement.
Je ne pouvais pas lui dire directement, mais c'était un moment de fierté. 3 jours plus tard, j'ai trouvé un moyen de montrer ma reconnaissance. Après la remise des diplômes, Michael m'a ramené à Chicago. Nous avons passé la journée à parler, à nous tenir la main et à nous embrasser. Quand nous sommes arrivés chez moi, il a charmé mes parents. J'étais stupéfaite quand il a demandé une bière à mon père, mais mon père était ravi. Ils sont partis ensemble, et je suis restée avec ma mère qui souriait, les larmes aux yeux. « Oh, Jennifer, dit-elle doucement, celui-ci est un bon parti. »« Je sais, maman, répondis-je, le cœur plein. 2 heures plus tard, Michael est revenu en mentionnant de manière décontractée qu'il avait demandé à mon père la permission de m'épouser. Le moment semblait surréaliste, et je le chérirais pour toujours. Plus tard dans la nuit, après un dîner romantique, il a proposé au Wills Tower sous le ciel étoilé, les lumières de la ville reflétant la joie dans mon cœur printemps. Cette nuit-là était tout ce dont j'avais rêvé. En tant qu'étudiante, je m'étais toujours sentie à l'écart en tant que l'une des rares filles de ma sororité. Mais avec Michael, cette nuit-là n'était pas seulement physique, c'était un cadeau précieux que nous partagions. Il était tendre et patient, rendant tout parfait. Plus tard, je lui ai demandé en plaisantant comment il était devenu un si grand amant. Modeste comme toujours, il a chuchoté avec un sourire. « Je lis beaucoup. » Notre vie ensemble ressemblait à un conte de fées. Michael a décroché un excellent emploi juste après sa graduation et a rapidement gravi les échelons. Nous étions au 7e ciel et je n'aurais pas pu être plus heureuse. Notre première décennie était remplie d'amour et de joie. Fonder une famille n'a fait qu'approfondir ce bonheur. Bien que je ne parle pas beaucoup de ces années-là. Les détails sont sans importance par rapport à la façon dont les choses se sont finalement effondrées. Je sais exactement où j'ai mal agi. J'ai fait des erreurs et je sais pourquoi tout s'est effondré. Cela se résume à une seule chose. Je ne faisais pas suffisamment confiance à Michael. Ce qui le rendait si remarquable, c'était son ouverture. Il partageait ses vulnérabilités, ses peurs et ses doutes avec moi. Notre relation était fondée sur le respect mutuel, lui cherchant toujours mon avis et mon approbation. Cela me faisait me sentir spécial. Mais avec le temps, cela m'a aussi fait me sentir inadéquate, comme si je ne faisais pas assez. J'ai gardé ce sentiment pour moi. Si j'avais été honnête avec lui, je n'aurais jamais tout perdu. Il m'aurait aidé. Je sais qu'il l'aurait fait, mais cette petite insécurité a grandi, et au fil des ans, surtout une fois que les enfants étaient à l'école, j'ai commencé à me sentir perdu. Je me suis convaincu que j'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose en dehors de la vie que nous avions construite. Je ne cherchais pas un autre homme, mais quelque chose dans la routine a commencé à sembler plat. Ce n'était pas sa faute, c'était la mienne. Je me sentais agité et déconnecté, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il manquait quelque chose. Je savais que mon mari était intéressé par l'idée d'essayer de nouvelles choses, mais je ne pensais pas que c'était nécessaire. J'aimais notre vie telle qu'elle était. Pourquoi la compliquer? Pourquoi la compliquer? Non, ce que je voulais vraiment, c'était me sentir comme une égale, pas seulement être traitée comme telle. Alors, j'ai pris une décision. J'ai trouvé un emploi et j'ai dit à Michael que j'avais accepté l'offre. J'étais prête à défendre mon choix, préparée à expliquer pourquoi c'était important pour moi. La discussion a duré 4 secondes. « Ça a l'air super, Jennifer. Fais ce qui te rend heureuse, » a dit Michael. Ça a marché. J'avais résolu mon problème toute seule, sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. En repensant à cette période, je ressens une certaine gêne face à la manière dont je me croyais si vertueuse durant ces premiers mois. Mais à l'époque, c'était palpitant. J'avais l'impression de pénétrer dans le monde en tant que femme indépendante et confiante. L'atmosphère au travail pouvait être décrite comme flirteuse au mieux ou comme un repère de malice au pire. Mes collègues étaient jeunes, audacieux et pleins d'énergie. Il y avait quelques aventures de bureau sans conséquence, mais personne ne semblait prendre cela au sérieux. Mon patron, Alan Henderson, était le pire coupable. Alan n'était pas mon type. Beau oui, mais pas le genre de gars qui m'intéresserait habituellement. Il était notoire pour ses relations ratées, tout le monde se moquant de lui à propos de sa longue liste d'aventures de courte durée. Je n'étais pas du genre à sauter dans le lit du premier gars qui me prêtait attention, et je l'ai repoussé assez fermement au début.
Mais au fil du temps, j'ai commencé à me demander s'il manquait quelque chose à ma vie avec Michael. Notre groupe d'amis était conservateur comparé aux relations faciles et décontractées que je voyais au travail. Le bureau avait une énergie différente, un bourdonnement constant de flirt et d'attraction, surtout après notre fête de Noël d'entreprise. Le véritable changement est survenu lorsque j'ai présenté Alan à Michael. Je pouvais voir qu'ils ne s'aimaient pas, même s'ils faisaient semblant d'être cordiaux. Après cette nuit-là, j'ai cessé de partager quoi que ce soit sur mon travail avec Michael, et je n'ai pas du tout mentionné Alan. Il était clair que mon travail commençait à le déranger, et je ne voulais pas aggraver les choses. Au bureau, Alan a commencé à me prêter plus d'attention. Il louait publiquement mon travail, demandait comment j'allais et suggérait que nous déjeunions ensemble. Nous discutions souvent en profondeur de nos projets et peu à peu nos conversations ont commencé à dériver vers des sujets plus personnels. Il me faisait des compliments sur mon apparence et, bien que j'essayais de le minimiser, une partie de moi était flattée. En y repensant, je vois qu'Alan s'immisçait lentement dans ma vie et j'étais trop emporté par l'excitation pour le remarquer. Il était charmant, suave, et me faisait sentir désirable d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je ne peux pas identifier le moment exact où tout a changé, mais je regrette que cela ait eu lieu. Je me suis laissé emporter par l'excitation de l'attention, ressentant des émotions que je pensais avoir perdues. Alan savait exactement comment appuyer sur mes boutons, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais embrouillé dans une liaison. Des années plus tard, j'ai réalisé à quel point la trahison était profonde. La vérité, c'est que je ne me sentais pas désiré par Michael, parce que je ne lui donnais rien à désirer. J'étais devenue complaisante. Je savais que Michael ne ferait jamais rien qui me mette mal à l'aise. Il me voyait comme sa partenaire, pas seulement comme quelqu'un avec qui passer le temps, mais il était aussi perceptif. Il pouvait sentir quand quelque chose n'allait pas, et je ne lui ai jamais donné la chance de demander. En repensant à mon mariage, je vois que Michael essayait à sa manière de ramener un peu d'excitation dans nos vies, mais je l'ai ignoré. J'ai honte d'admettre à quel point je suis tombée amoureuse d'Alan. Je ne suis devenu rien de plus qu'un objet pour son amusement. Je lui donnais ce qu'il voulait pour son anniversaire, et le contraste entre lui et Michael m'a frappé de plein fouet. Alan ne m'aimait pas, et j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. Le lendemain, j'ai essayé de mettre fin à tout cela, mais Alan ne l'a pas bien pris. Il a ri et m'a poussé hors de son bureau, seulement pour laisser un paquet sur mon bureau quand je suis revenu de déjeuner. À l'intérieur se trouvait un ensemble de photos qui allaient me lier à lui pendant 1 an et demi, des photos qui sont devenues mes chaînes. La réalité de ma situation m'a frappé comme une tonne de briques. Pendant les 18 mois suivants, je ne suis devenu rien de plus qu'un pion dans le jeu tordu d'Alan pour... Il était mon proxénète et je le détestais autant que je me détestais d'en être arrivé là. J'ai essayé de m'échapper, mais chaque tentative a échoué. Ce n'est que lorsque j'ai atteint un point de rupture, quand on m'a demandé de divertir un homme dans une salle de conférence pleine de gens, que j'ai enfin trouvé le courage de dire non. Je suis entré dans le bureau d'Alan et je lui ai dit que j'en avais fini. Je me fichais de savoir à qui il montrerait les photos. Il a juste ri, c'était la fin. Je me sentais comme la plus grande des imbéciles. Quand je me suis enfin réveillé de ce cauchemar, j'étais choqué par l'état de notre maison. Michael et les enfants allaient très bien sans moi. Je m'attendais à ce qu'ils aient des difficultés, mais au contraire, il était clair que Michael avait tout sous contrôle. Il avait une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements, et avait l'air d'un homme qui avait tourné la page. J'étais horrifié en réalisant combien de temps je les avais négligés. Ce jour-là, j'ai décidé de me réengager envers ma famille et d'essayer de réparer ma trahison. Mais les choses avaient changé. Michael s'était éloigné de moi d'une manière que je n'avais pas anticipée. Il ne criait jamais, ne se disputait jamais avec moi, mais il me traitait comme une intruse dans notre maison. C'était comme si je n'appartenais plus. J'ai essayé de le reconquérir. J'ai fait un effort pour le séduire, pour ramener les choses comme elles étaient, mais rien n'a fonctionné. Les mois ont passé, et j'ai vu l'état de notre mariage pour ce qu'il était. Pas de proximité, pas de communication. J'ai proposé une thérapie de couple, mais Michael a complètement cessé de me parler. Il n'a pas cessé de me faire confiance. Il a juste cessé de parler. Pendant des semaines, il n'a rien dit. J'étais sur les nerfs, attendant que quelque chose change. Puis est venu mon anniversaire. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il ne m'ignorerait pas ce jour-là, comme... J'avais tort. Quand je suis rentré chez moi après le travail,
Impatiente de voir quelle surprise ma famille avait préparée pour mon anniversaire, la maison était étrangement silencieuse. Il n'y avait pas de célébration, pas de rire. La seule chose qui m'attendait sur la table à manger était une petite boîte soigneusement emballée. J'ai su immédiatement ce que c'était avant même de la toucher. Quelques années plus tôt, j'avais fait l'erreur d'oublier l'anniversaire de Michael. Dans une panique, j'avais pris une montre bon marché dans un magasin local. Je m'étais promis de me rattraper, mais je ne l'avais jamais fait. La montre que je lui avais donnée était une pensée secondaire. Mais le cadeau que j'avais maintenant entre les mains, c'était intentionnel. Au moment où je suis allé me coucher ce soir-là, j'étais furieuse. Éloigner les enfants de moi pour mon anniversaire semblait être une punition délibérée. Et le cadeau lui-même, cela a tout empiré. J'aurais dû réaliser plus tôt que quelque chose n'allait pas profondément. Le symbolisme de tout cela était juste devant moi, mais je ne pouvais pas le voir. Michael n'était pas une mauvaise personne. Il était en fait la personne la plus gentille et la plus attentionnée que j'ai jamais rencontrée. Mais à ce moment-là, obscurci par la frustration à cause du cadeau, j'ai perdu de vue tout. Si j'avais été assez lucide, j'aurais peut-être pu sauver ce qu'il restait de mon mariage. Au lieu de cela, j'ai décidé de divorcer. Je n'ai même pas essayé de résoudre les problèmes. J'en avais fini. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver un avocat et commencer le processus. Je lui ai tout dit. Comment Michael s'était éloigné de moi, comment il avait cessé de communiquer, comment il refusait d'aller en counseling et comment il m'ignorait complètement. Mon avocate s'est accrochée à mes mots, me rassurant que j'en sortirais gagnant. Nous avons examiné le règlement du divorce et j'avais l'impression de faire enfin ce qui était nécessaire pour avancer dans ma vie. La partie la plus difficile, bien sûr, était de le dire à Michael. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la chambre que nous partagions autrefois, regardant l'homme qui avait été mon partenaire, la personne avec qui je pensais vieillir. Il était encore physiquement là, mais d'une certaine manière, il semblait être un étranger. J'avais atteint mon point de rupture. Michael, je veux un divorce. Il y eut une longue pause. Il n'a pas réagi comme je m'y attendais. Il n'y avait pas de larmes, pas de cris, pas de supplications. Il m'a juste regardé en silence pendant un moment, puis a dit calmement « D'accord ». Et c'était tout. Le vendredi suivant, il a reçu les papiers de divorce. Ce week-end-là, j'ai remarqué un changement dans son humeur, comme s'il avait décidé de faire un effort. Mais c'était trop peu, trop tard. Lundi, alors que je partais au travail, il m'a dit au revoir à la porte, presque comme s'il essayait de faire amende honorable. Mais je n'étais pas d'humeur à la réconciliation. Ce matin-là, au travail, quelque chose semblait décalé, bien que je ne puisse pas vraiment mettre le doigt dessus. Mon patron, le président et l'avocat de l'entreprise étaient dans la salle de conférence, se disputant d'une manière qui semblait presque théâtrale. Des papiers volaient partout, et la tension était palpable. Distrait par le chaos, je n'ai pas remarqué l'homme debout près de mon bureau jusqu'à ce qu'il parle. « Jennifer Smith ?» Je me suis tourné vers lui, confus. « Oui, vous avez été servi. » Il m'a remis une épaisse enveloppe, a pris une photo et est ensuite parti. Avant même que je puisse m'asseoir, le responsable des ressources humaines et un agent de sécurité sont apparus devant moi. « Madame Smith », a déclaré le responsable des ressources humaines d'un ton neutre. « Vous êtes suspendue en attendant une enquête sur un comportement inapproprié sur le lieu de travail. Veuillez rassembler vos affaires et quitter le bâtiment immédiatement. » J'ai senti mon cœur se serrer. C'était au-delà de l'humiliation de faire mes valises pendant que mes collègues me regardaient. Être escorté hors du bâtiment n'a fait qu'aggraver la situation. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je venais à peine de sortir du parking lorsque mon téléphone a sonné. C'était mon avocate. Avant même que je puisse la saluer, elle s'est déchaînée contre moi pour ne pas l'avoir tenue informée. C'était un flou d'insultes. Je n'ai même pas enregistré beaucoup de ce qu'elle a dit. J'ai conduit chez moi engourdi. Quand je suis arrivé, la maison était de nouveau vide. Ce n'est qu'en m'asseyant que je me suis rappelé l'enveloppe. La contre-pétition de Michael était dévastatrice. Presque chaque liaison que j'avais s'était documentée. Le pire, il ne restait plus d'argent. Michael avait épuisé toutes nos économies. Et le mot qui m'a le plus frappé, infidélité. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. J'ai essayé d'appeler mes parents, espérant un peu de soutien, mais mon père m'a traité de traîné et à raccrocher. Aucune explication n'était nécessaire. Je savais déjà ce que j'avais fait. La semaine suivante a semblé être une descente complète dans l'isolement. Mais en y repensant, je considérerais plus tard ces jours comme le calme avant la tempête.
Michael avait laissé une note disant qu'il emmenait les enfants camper pour le week-end et qu'il serait de retour dimanche. Cette première nuit, mon amie Rebecca a appelé. Elle m'a dit que Michael lui avait envoyé un DVD en me prévenant que je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait dessus. Au fur et à mesure que les jours passaient, mon avocate a rendu clair que ma situation était désespérée. J'étais sur le point d'être licencié pour faute professionnelle et mon entreprise, ainsi que plusieurs clients et partenaires, se préparaient à me poursuivre en justice. J'allais perdre mon emploi, ma réputation et peut-être la garde de mes enfants. Tout s'effondrait. Dans mon désespoir, j'étais prêt à tout pour stopper l'assaut juridique de Michael. Mais rien ne fonctionnait. Quand il est revenu du camping, j'étais un véritable désastre. J'essayais de me ressaisir. Mais quand je l'ai vu entrer, bière à la main, à peine en train de m'ignorer, je n'ai pas pu me contenir. « Yogwa, tu vas me ruiner, yo », ai-je réussi à dire à travers mes larmes. Sa réponse était froide, presque venimeuse. « Ego Dieu, j'espère bien mieux », a-t-il dit, et c'est ainsi que j'ai réalisé à quel point les choses avaient dégénéré. L'homme que je connaissais autrefois était maintenant un étranger, et j'étais responsable de tout cela. Quand j'ai essayé d'aborder les décombres de notre mariage, Michael ne m'a pas laissé finir. Je ne lui parlais même pas directement, je ne faisais que exprimer mes pensées à voix haute. Mais il s'en fichait. Au lieu de cela, il a éclaté en un torrent d'insultes. Chaque mot me frappait comme un coup physique. Ça m'a sidéré. Je ne savais même pas comment répondre. D'une manière ou d'une autre, je me suis forcé à garder mon calme un instant. Mais le poids émotionnel était écrasant. Puis, il s'est simplement levé et est sorti de la pièce, me laissant dans un silence stupéfait. Je veux dire que j'ai abandonné l'idée d'essayer, mais ce ne serait pas vrai. J'ai continué à tenter de réparer les choses avec Michael, mais il refusait de s'engager avec moi. C'était comme si j'étais devenu invisible pour lui. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter de la façon dont lui et les enfants s'en sortaient sans aucun soutien financier. Mais d'une manière ou d'une autre, ils semblaient bien. Parfois, je les observais de loin alors qu'ils les déposaient ou les récupéraient à l'école. Je ne pouvais pas trouver de travail et je survivais grâce aux allocations chômage. Ma famille m'avait complètement coupé les ponts. Je n'avais nulle part où aller et personne vers qui me tourner, alors je finissais par dormir sur le canapé chez des amis, principalement des hommes divorcés. Ça ne durait jamais longtemps. Je m'installais et presque du jour au lendemain, ils voulaient que je parte. Sur les conseils de mon avocat, j'ai commencé à voir un thérapeute. Elle croyait que montrer que j'essayais de me réparer pourrait avoir l'air bien devant le tribunal, mais j'avais peu d'espoir. J'ai travaillé à contre-cœur sur certains problèmes, dont certains que je vous ai partagés, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était son dernier conseil. « Fuis, si loin que tu peux ». Je ne peux pas dire ce qui a exactement poussé Michael à me contacter. Peut-être était-ce un appel téléphonique, un email ou l'une des lettres que je lui avais envoyées. Quoi qu'il en soit, je suis rentré chez moi un jour pour trouver un colis qui m'attendait. C'était une boîte cadeau standard d'un magasin que je reconnaissais, et la carte avait un ton qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. Il savait tout. Le poids de cette réalisation était écrasant. Je restais chez un ami. Robert, un gars bien, même si je pouvais dire qu'il espérait quelque chose de plus qu'une simple colocation. Quand il a vu le colis, il a explosé. Il est sorti de l'appartement avant que je puisse l'arrêter. Quelques heures plus tard, Robert n'était toujours pas revenu. Je commençais à m'inquiéter quand j'ai enfin eu des nouvelles de lui à l'hôpital. Les infirmières n'étaient pas très bavardes. Mais il n'a pas fallu longtemps pour reconstituer les événements. Robert était allé confronter Michael, et Michael a failli le mettre hors d'état de nuire. Son visage était méconnaissable. Il avait une commotion cérébrale, plusieurs blessures internes, et sa hanche était brisée. J'étais terrifié. Mes actions causaient maintenant des dégâts aux personnes autour de moi. Lors de ma prochaine séance de thérapie, j'ai raconté l'histoire. Mon thérapeute a posé beaucoup de questions sur Michael. Je lui ai dit tout ce que je savais. C'était un enfant unique, orphelin à l'adolescence, et il avait toujours été gentil et dévoué envers moi et les enfants. Je lui ai parlé des années de loyauté qu'il avait montrées malgré mon infidélité. Quand j'ai fini, son visage a pâli et elle avait l'air horrifiée. « Tu dois partir », a-t-elle dit. Sa voix tremblante. « Laisse-le, laisse tout, ne le contacte pas, ne l'appelle pas, n'écris pas et ne lui fais pas savoir où tu es. Tu as brisé un homme qui était déjà fragile. Il a souffert de déception toute sa vie.
Il ne te pardonnera jamais, il n'oubliera jamais, pars simplement, fuis. Alors j'ai fui. J'ai laissé tout derrière moi, ma vie, ma famille, le rêve que j'avais construit, et je me suis installé dans une petite ville de Virginie, loin de tout ce qui m'était familier. J'ai trouvé un terrible emploi qui à peine payait les factures. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un homme qui tolérait ma présence. Nous ne nous aimions pas. Il n'y avait pas de passion, pas de connexion profonde. Nous coexistions simplement, mais d'une manière étrange, cela me semblait être une punition suffisante. Quand mes enfants ont été plus âgés, ils ont pris contact. Ils n'ont pas demandé à me voir, ils ont juste vérifié que j'étais en vie. Michael semblait-il prospérer sans moi. Je suivais son succès en silence. Il est devenu un grand nom dans le monde de la technologie avec des millions à la clé, sa vie personnelle, un mystère. La dernière fois que j'ai vu Michael, c'était au mariage de ma fille. À ma surprise, j'ai été invité. Il avait l'air incroyable, comme l'homme dont j'étais tombée amoureuse, l'homme que j'avais détruit. Il était tout ce que j'avais toujours voulu et cela m'a frappé comme une vague de culpabilité. Il est venu me voir après, et je savais que ce serait le moment où il prononcerait son jugement final. Pour info, a-t-il dit d'une voix froide, « Tu as ruiné ma vie ». Il a jeté un coup d'œil à mon alliance que je n'avais pas pris la peine de porter souvent. Je pouvais voir le mépris dans ses yeux, mais aussi autre chose, une sorte de finalité. « Je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un. J'espère qu'il te rendra heureuse. » Et sur ce, il est parti, me laissant là, sachant que j'avais perdu tout ce qui avait un jour compté. La vie dans ma petite ville de Virginie n'est pas ce que j'avais imaginé pour moi, mais j'ai appris à vivre avec les choix qui m'ont amené ici. Chaque jour ressemble à une pénitence, une sorte d'expiation silencieuse pour l'amour que j'ai gaspillé et la confiance que j'ai brisée. Mon mari, et si je peux même l'appeler ainsi, a été assez gentil pour partager ce partenariat sans vie, bien que je sache qu'il le voit comme une commodité plus qu'une connexion. Parfois, j'aperçois la vie de Michael à travers nos enfants. Ils ont construit leur propre monde, beau et vibrant, un témoignage du père qui les a élevés. Je suis fier de leurs accomplissements, même si mon rôle dans leur succès semble être un lointain souvenir. Mais le poids de mes erreurs est toujours là. Il vit dans le silence de ma maison, le toucher absent d'un véritable amour et les souvenirs d'un homme qui me regardait autrefois comme si j'étais son univers entier. Je me demande parfois si le pardon viendra un jour, non pas de Michael, mais de moi-même. Alors que je regarde le soleil plonger sous l'horizon, peignant le ciel de teintes d'ambre et d'or, j'aime imaginer une version de ma vie où j'ai fait de meilleurs choix. Une vie où Michael et moi avons vieilli ensemble, main dans la main à travers chaque tempête, inébranlables face aux tentations du monde. Mais les fantasmes sont tout ce que j'ai maintenant. En fin de compte, je ne peux que marcher en avant, pas à pas, portant les leçons de mon passé comme à la fois un fardeau et un guide.